Bon, on va rentrer dans le vif du sujet après, toute cette introduction peut-être un peu trop théorique. Bah, maintenant je vais vous montrer, ou du moins vous détailler de manière, j'espère le plus précis possible, la manière dont on doit rédiger une page web, ou du moins un texte destiné à être diffusé sur le web, au sein d'une page, bien entendu. Alors, moi, je vois, 2 ou 3 gros blocs, enfin, du moins, j'ai décidé de les scinder comme ça. C'est une approche, disons, c'est très personnel, hein. Après, libre à vous de structurer ça de manière différente. Moi, je vous le présente de cette manière parce que j'estime que c'est la manière la plus simple et efficace de bien apprendre les choses. Bon, donc alors, c'est pour ça que je dis comment rédiger une bonne page web. Alors bon, le terme «bon» forcément, bon pour l'internaute et bon pour Google, mais on va rester sur ce principe-là. Alors déjà, je vais vous lister un certain nombre de règles globales qu'il va falloir avoir en tête avant même de mettre la main à la pâte et de rédiger. Hein. Donc ce sont des éléments, vous les notez, vous les mettez sur des post-it, sur une page A4 à côté de votre écran, je m'en fous, mais vous écrivez ça, vous l'écrivez vraiment, vous ne faites pas un copier-coller de ce que je dis, vous l'écrivez pour que ça reste ancré dans votre tête et que vous n'ayez pas de mauvaises surprises par la suite. Désolé, c'est l'apprentissage, c'est difficile, mais il faut passer par là. Bon, alors, on va commencer par la chose de base. Et encore une fois, c'est exactement comme à l'école. C'est quoi le premier truc quand on est à l'école? Alors oui, on écrit la date, bon ça c'est plus trop d'actualité, mais le premier truc c'est de trouver un titre. Un titre à sa page plus à son article. Alors quand je parle du titre de la page, je parle bien entendu de la balise title et le titre de l'article qui peut être identique à la balise title, voire légèrement différent. Euh, Alors, je vais mettre identique ou différent. Ça, franchement, j'ai testé les deux. Je C'est kiff kiff. Moi, je suis partisan du moindre effort, donc j'ai tendance à mettre la même chose. Maintenant, libre à vous de tester, de mettre des titres différents. Alors, et en rapport avec la requête visée. C'est-à-dire, avant même, vider, non, viser. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à rédiger, quelle requête est visée. Vous devez vous demander quelle requête est visée. Je vais arriver à l'écrire un jour. Quelle requête est visée et bien sûr, c'est la requête sur laquelle vous souhaitez vous positionner. Hein. N'oubliez pas, quand on rédige un article, c'est toujours par rapport à une requête, à une intention. Donc, je peux mettre intention éventuellement. Bon, l'intention, ce sera plutôt au niveau du style rédactionnel, alors que la requête, c'est vraiment ce qui est tapé par l'internaute. Donc, quelle requête, quelle intention est visée. Donc ça, il va falloir être clair là-dessus. Alors bien entendu, vous aurez analysé la SERP en amont, savoir quels sont vos concurrents, le top 10, le top 5, le top 3, voir ce qu'ils font pas, voilà, essayer de mettre un peu de jauger en fait la force et la comment dire l'effort que vous allez devoir mettre dans la rédaction. Donc, alors, le titre de la page plus titre de l'article, identique en rapport avec la requête visée. Voilà. Et bien entendu, moi j'irai même plus loin, c'est doit contenir la requête visée. Alors quand je dis doit contenir, ça doit être mot pour mot. Exemple, j'avais pris pour exemple définition de la microfinance dans, dans Google, là, dans l'anatomie de la SERP, dans le module qui parlait de ça. Définition de la microfinance. Si vous souhaitez vous positionner sur définition de la microfinance, eh ben, votre titre devra comporter exactement ces termes. Définition de la microfinance. Si vous souhaitez vous positionner sur définition microfinance, donc sans le de et le la, eh ben, définition microfinance devra être dans titre de la page et titre de l'article H1. Je ne l'ai pas précisé.
préciser, mais ça, c'est le titre. Machin. Alors, quand je dis doit, c'est ce que moi, je préconise. Hein. J'ai fait le test, hein, je vous rassure, sur une requête. J'ai fait le test tout simple sur une requête à deux termes, deux mots, vraiment deux mots, qui peuvent être employés de manière indifférente en première ou en deuxième position. Ben, je vous garantis que ma page est mieux positionnée sur la requête telle qu'elle quand elle est renseignée dans le titre et dans le titre achat que à l'inverse, où elle a perdu 2 places si la requête est inversée. Donc, moi, je vous préconise lister précisément votre requête dans title et achat. Même si c'est pas, on va dire, vraiment du français. Quand je dis vraiment du français, encore une fois, c'est définition de la microfinance. C'est joli, c'est français, c'est bien, ça respecte les règles de l'orthographe et de la grammaire française. Définition microfinance, on va dire, mais tu parles pas français là, tu parles comme un robot. Oui, mais c'est pour me positionner. Bon, donc voilà, essayez de trouver vraiment là où vous souhaitez être, le top du top. Voilà. En termes de longueur, ouais, il y en a qui préconisent environ 70 caractères. C'est vrai que je dirais ne faites pas trop long. Moi, je préconise les titres courts et impactants. Donc là, j'ai une approche très marketing, très commerciale. Donc, je dirais en termes de longueur, moi, je vais vous dire max 70 caractères. On peut aller plus loin, mais le problème, c'est que en français, parfois, on a des mots qui sont très longs. Enfin, très longs, j'entends bien, qui ont plus de 10 lettres, et qui peuvent être coupés avec 3 petits points, du coup, parce qu'il n'affichera pas tout. Donc, je dirais, privilégier la requête, pas trop longue traîne, et puis bosser déjà là-dessus. Maximum, en moyenne, 70 caractères, ce sera déjà pas mal. Euh, Vous pouvez en effet, comme je vous le disais, définition de la microfinance. Je n'ai pas mis la définition de la microfinance. Pourquoi? Mais ça, encore une fois, il faut analyser en amont là où vous souhaitez vous positionner. Si vous voulez aller là-dessus, lancez une analyse avec SEMrush, avec Alloscan ou un autre outil et regardez un petit peu ce que tapent réellement les internautes. Ce qui compte, c'est l'internaute. L'internaute, qu'est-ce qu'il cherche? Si vous souhaitez vous positionner sur une requête que l'internaute ne cherche pas, ça sert à que dalle. Je veux dire, n'importe qui peut y arriver. Par contre, se positionner sur une requête que l'internaute recherche vraiment, avec une réelle intention derrière, là, il y a quelque chose à faire. Donc, et c'est là où vous serez bon. Donc, allez d'abord voir la requête, choisissez-la précisément et faites le boulot en conséquence. Bon. Alors, donc ça, ce sont des règles globales. Au niveau du contenu, j'allais dire, alors je l'ai déjà évoqué dans l'introduction, employer un vocabulaire qui soit, on va dire, à la hauteur des attentes de votre public. Je vous prends un exemple. Si vous vous adressez à personne en particulier, ce qu'on appelle le tout public, c'est un terme que je déteste, mais le tout public, eh ben, vous allez employer des termes de base, on va dire le langage châtié de tous les jours. Définition de la microfinance, par exemple, si je reviens toujours là-dessus, eh ben, vous diriez, de manière très vulgarisée à un grand public, vous dirait, bah, vous voyez le système bancaire, eh ben, la microfinance, c'est pareil, mais avec des montants moindres. Voilà, et vous avez défini ce qu'est la microfinance. Bah, vous ne faites pas des crédits à 50 000, vous faites des crédits à 5 000, mais avec des taux d'intérêt plus importants. Voilà, ça c'est pour le grand public, ils n'ont pas besoin d'en savoir plus, et ça leur suffit. Je caricature un peu volontairement. Par contre, si vous vous adressez, par exemple, je veux dire, à des étudiants en finance, à des personnes du secteur bancaire qui souhaitent s'intéresser à la micro, là, vous allez devoir être un peu plus sérieux que ça. Vous allez devoir travailler votre vocabulaire, faire des phrases un petit peu mieux construites, utiliser un style également un petit peu plus élevé.
Je veux dire, voilà, faut un langage soutenu. Voilà, c'est ça, il faut avoir un vocabulaire à la hauteur des attentes de votre public, c'est ça que ça veut dire. Vous vous adressez pas de la même manière à votre prof qu'à l'inspecteur des impôts. Enfin, vous voyez, c'est le style langagier qui diffère énormément, et ça joue énormément quand vous rédigez. Ensuite, donc il y a un côté très marketing, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, c'est à vous aussi de donner envie de lire, mais là, encore une fois, c'est plutôt la manière dont on amène les choses. Je vous invite, voilà, pour vous faire une idée, si vous ne savez pas. Bon, moi, j'ai fait des études littéraires, donc forcément, ça me parle toutes ces choses, mais si vous ne savez pas trop ce que c'est les différences de style, vous pouvez par exemple aller voir la manière dont sont rédigés les mémoires de master par les étudiants qui sont dans les universités. Certains sont publics, même s'ils ont quelques années. Vous regardez la manière dont c'est rédigé. Vous allez regarder un article journalistique sur un site quelconque, Le Monde, Libé, Figaro, peu importe. Allez, vous allez voir la manière dont un article est rédigé. Et puis vous allez voir un livre pour enfants, vous allez voir la manière dont c'est rédigé, dont les choses sont expliquées. En fait, le vocabulaire, il peut être très recherché dans ces trois éléments-là, mais il ne s'adresse pas au même public. Donc la manière dont c'est écrit, la manière dont les choses sont expliquées sont très différentes. C'est ça le style. Bon. Ensuite, l'autre règle, quand vous allez commencer à rédiger, euh, il faut imaginer, déjà vous allez lister au préalable, lister tout le champ sémantique autour de votre requête. Voilà, c'est un premier point. Et en fonction, vous allez également lister les récurrences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être un terme aurait nécessité à être répété plusieurs fois. Genre, dans définition de la microfinance, il ne serait pas choquant de trouver sur la page 10, 15, 20 fois le terme microfinance, parce que vous parlez de ça. Après, c'est quelque chose dont il ne faut pas abuser. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est, une fois que vous avez cette liste, c'est de dire, OK, à partir de quand est-ce que je suis saoulé quand je vois trop de mots? La récurrence, j'arrive plus à l'écrire, c'est un C, 2 R. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, vous prenez votre texte et vous dites, OK, ce mot-là, je veux le voir 10 fois, celui-là 5 fois, celui-là 2 fois, celui-là 3 fois, ça devrait suffire. À partir de quel moment ça vous saoulerait de le voir trop souvent? Si ça vous saoule trop au bout du troisième paragraphe, c'est qu'il y a eu trop de répétitions en amont et qu'il va falloir l'abréger. Ou l'utiliser d'une autre manière, ou utiliser un synonyme. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir retravailler un petit peu le texte. Donc veillez également au nombre de récurrences, sachant que si vous mettez trop de récurrences, Google pourrait potentiellement le considérer comme étant le terme m'échappe, il y a un terme pour ça. Euh, vous utilisez trop de souvent ce mot. En gros, c'était une technique qui marchait bien il y a 20-25 ans. On bombardait 50 fois le même mot dans une page et puis on rankait. Alors, je dis pas que ça marche plus. Sur de la niche, pourquoi pas, sur un malentendu. Mais sinon, non. Donc, les récurrences, utilisez-les de manière modérée et de manière réfléchie. Donc ça, vous allez le lister en amont. Veillez également à utiliser, alors au niveau de la requête visée, ma règle, c'est la règle des... Je sais pas, elle n'a pas de nom cette règle, mais il faut l'utiliser une fois dans le titre H1. Il faut l'utiliser une fois dans le premier sous-titre et une fois au tout début du premier paragraphe avec mise en gras. C'est bête et méchant, mais si vous débutez, commencez déjà par ça. Votre requête, vous la mettez dans le titre H1, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous la mettez telle quelle dans un premier sous-titre, qui peut être au format, alors un sous-titre c'est H2, hein, si on reste ça, voilà.
Et vous mettez également cette requête au tout début du premier paragraphe avec une mise en gras. Voilà. Donc en gros, votre requête, elle est tac, tac, tac. Là, vous dites, c'est ça que je vise, c'est ça que je vise, c'est ça que je vise. Si vous le dites 3 fois, normalement, Google est censé le comprendre. Si au bout de 3 fois, il n'a pas compris, c'est soit que la requête est trop concurrentielle, soit que votre texte ne veut absolument rien dire. Voilà. Donc ça c'est quelque chose de très 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 important. Le titre et le début de chacun de vos éléments. Donc ça, ce sont des règles globales et vous allez il va falloir, voilà, vous pouvez les garder dans un coin de table et les afficher, on va dire, les utiliser à chaque fois que vous rédigez une page. Bien. Ensuite, au-delà des règles globales, je vais poursuivre un petit peu. On a également, alors ça c'est une règle, on va l'appeler règle secondaire. Alors secondaire ne veut pas dire pas important, hein. Je dis simplement par ordre de priorité de ce que vous devez travailler. Il y a la balise, je vais arriver, la balise méta description, tac tac, je crois que ça s'écrit comme ça. La balise méta description, c'est en fait la description qui s'affiche dans les résultats de recherche. Attention, Google peut, dans certains cas, s'octroyer la liberté de la retravailler, cette description. C'est-à-dire, il ne va pas forcément reprendre celle que vous avez déclarée. Okay. Néanmoins, j'ai pu constater que si cette méta-description était bien travaillée et contenait également noir sur blanc la requête visée, eh ben celle-ci était privilégiée en effet par Google. Attention, hein, perso, forcément des cas qui ne sont pas concernés, mais j'ai pu constater majoritairement que si la requête recherchée est également la requête qui apparaît dans la métadescription, il n'y aurait, on va dire, pas de raison légitime pour que celle-ci ne s'affiche pas. Elle serait donc a priori reprise avec en plus, petit bonus, une mise en gras. Donc moi ce que je préconise, c'est que dans votre métadescription, votre requête doit être présente dès le départ. Requête visée dès le début de la description. Voilà. Donc en gros, si cette définition de la microfinance, eh ben, votre métadescription pourrait être définition de la microfinance de points et vous donner un petit aperçu de ce que c'est, pour que, à minima, il y ait éventuellement la réponse déjà dans la description et qu'on ait envie d'en savoir plus. En termes de limite de caractère, je ne sais plus combien on est. Soyez pas trop long. Caractère, je ne sais plus. Je vais dire 180. C'est peut-être faux. Soyez pas trop long, soyez quand même bref. Ça, je vais checker le nombre de caractères d'une métadescription. Waouh. C'est 180, c'est peut-être 240 caractères, mais je crois que ça se mesure réellement. Ça ne se mesure pas en caractères, mais en pixels. Donc c'est pour ça que je vous disais, si vous avez des mots trop longs, ah bah, ça ne sera pas efficace. Bien. Donc ça, c'est la base. Maintenant, si on veut aller plus loin, une fois que vous avez ça en tête, là, vous allez devoir, en effet, commencer à travailler vraiment votre contenu. Donc ça, c'est les règles concernant le contenu. D'un côté, vous avez les algos, les robots de Google. De l'autre côté, vous avez des internautes. N'oubliez pas que majoritairement, je ne sais même pas où je l'ai posé, il est là. Les internautes naviguent sur leur téléphone mobile. Alors un écran, c'est somme toute assez étroit. Donc il faut vous dire que tout le texte normalement que vous avez sur un ordinateur qui prend toute la longueur de l'écran, eh ben, sera ici ratatiné, ce qui fait que vos paragraphes, mathématiquement, une phrase comme ça, si vous la compressez, eh ben, ça va vous faire déjà un paragraphe
bien plus long sur un écran de mobile. Donc, moi, ce que je préconise, après, vous faites comme vous voulez. Vous faites un sous-titre H2 avec ce que je disais tout à l'heure, requête, et dans laquelle vous allez utiliser avec des termes connexes, en rapport avec la requête. Alors, quand je dis termes connexes, hein, bah, c'est tout le champ lexical que vous allez devoir travailler. Je ne vais pas revenir dessus. Donc un sous-titre. Ensuite, vous allez rédiger 2 ou 3 paragraphes de 2 ou 3 phrases maximum. Alors tout dépend de la longueur des phrases, mais si vous faites des phrases en français bien structurées, je veux dire en 2-3 phrases, c'est bon, vous avez rempli le truc. Je vous dirais peut-être pas la même chose pour une autre langue. Mais là, c'est suffisant. Et quand je dis paragraphe, ça veut dire qu'après chaque paragraphe, vous faites un saut de ligne et vous laissez un espace blanc entre les deux. Hein, vous sautez bien une ligne pour que visuellement, le texte respire. Il faut qu'on ait envie. Il ne faut pas que ça ait l'apparence d'un roman totalement habitable. Non, vraiment, vous allez travailler là-dessus. Il faut que ce soit aéré. Alors, ensuite, un autre petit conseil, utiliser... ah oui, la longueur du texte. Alors, la longueur du texte, encore une fois, ça c'est de manière très globale et c'est pas une... Comment dire? Je peux pas dire que ce soit une règle en soi, mais si vous êtes sur des requêtes concurrentielles, il va falloir regarder le top 3. Et vous regardez la longueur du texte du top 3 et vous faites une moyenne. Donc, si le premier, il a un texte de 2000 caractères, le second, il a 800 caractères et le troisième en a 1500, ce qui est possible, ah ben, je dirais qu'il faut il faut être dans cette moyenne. C'est-à-dire que si vous faites un texte de 300 caractères, ça va être potentiellement compliqué. Quoique, il y a toujours des exceptions à la règle. Mais bon, essayez d'être à hauteur de vos concurrents. Moi, je dirais pour débuter, commencer avec, allez, 1000 caractères, c'est déjà bien. Donc là, mais je vais quand même vous noter à hauteur de la concurrence. Et c'est pas celui qui a la plus longue qui gagne, hein, comme dans d'autres comme dans d'autres domaines. Mais bon, faites quelque chose déjà d'un petit peu consistant. Moi, je privilégie la consistance et la manière dont c'est rédigé au fait que ce soit trop long. Parce qu'à être trop long, finalement, on devient redondant et non plus consistant. Et franchement, ça plaît peut-être à un algorithme, mais ça saoule totalement l'internaute. Donc la longueur du texte, voilà ce que je disais à hauteur de la concurrence. Ne cherchez pas de midi à 14 heures, soyez synthétique. Synthétique versus analytique. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, synthétique ou analytique, bah, vous faites une recherche dans Google, vous allez voir la différence. Moi, je fais la recherche pour vous en temps réel. Vous ne voyez pas à l'écran, mais c'est pas grave. Différence entre synthétique et analytique. Il va falloir trouver vraiment le bon compromis entre les deux. Alors, analytique versus synthétique. Alors, je prends un exemple, hein, j'ai la définition sous les yeux. Ce qui est analytique, euh, à la base, ce sont les textes qui vont vraiment dans les détails, c'est-à-dire qui préconisent une analyse. C'est-à-dire, vous émettez une idée, et puis vous allez commencer à l'analyser, ce qui fait que ça va vous prendre du temps avant d'arriver au bout de l'information clé que vous visez. Alors ça peut être bien, je veux dire, dans les écrits universitaires et tout ça, on trouve beaucoup cet esprit d'analyse.
C'est intéressant aussi quand on aborde néanmoins certains points. Après une analyse peut être courte, hein, je ne dis pas. Néanmoins, moi j'ai une nette tendance à privilégier la synthèse. Pourquoi? Ben, parce que le monde est fait ainsi. Je veux dire, on l'internaute, quand il est sur son téléphone, il navigue, il voit, 50 000 contenus en même temps, il passe d'une page à l'autre, d'un site à l'autre, d'un réseau social à l'autre, d'une app à l'autre, en comme ça. On ne sait pas pourquoi, il y a rien de fondé là-dedans, c'est simplement parce que son cerveau à lui a décidé de fonctionner comme ça. Donc si vous souhaitez livrer la bonne information le plus rapidement possible, soyez synthétique. Allez droit au but, ne tournez pas 50 ans autour du pot en mettant des phrases qui ne veulent absolument rien dire. Voilà. Après, s'il faut aller bien sûr, vous pouvez approfondir des éléments. Je ne vous dis pas de ne pas les approfondir, mais je veux dire, n'écrivez pas une encyclopédie pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Après un petit, ouais, les règles de base de la communication, règles de base de la com. Ça, c'est tout ce qui est applicable. Alors là, pensez à un article de journal. Quand un accident est survenu sur, l'autoroute, hier, vous avez besoin de savoir quoi? Vous avez besoin de savoir où ça a eu lieu, quand ça a eu lieu, quoi, qu'est-ce qui a eu lieu? Vous avez besoin de savoir, comment ça a eu lieu. Ben, voilà, l'accident, est-ce que c'est un gars qui est rentré dans la glissière de sécurité ou est-ce que c'est un carambolage? C'est inné, hein, c'est humain. On veut savoir pourquoi, parce que ça arrivait près de chez nous. Et pourquoi c'est arrivé? Est-ce qu'il avait trop bu, pas trop bu? Et puis voilà, vous répondez à ces 5 questions de base et c'est bon. Donc ça vous aidera aussi, on va dire, à clarifier le contexte. Si vous, dans votre tête, vous partez déjà là-dessus et que c'est clair pour vous, ah ben, très clairement, il n'y a pas de raison que ça soit pas clair pour les internautes et que ce ne soit pas clair non plus pour, pour Google. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Au niveau du contenu, il faut enrichir son contenu. Alors, je vous parlais des listes à puces. Liste à puces, Henri, mon Dieu, enrichir son contenu. Alors, une liste à puces, pour moi, c'est une mise en forme. OK? C'est pas un contenu différent. Pour moi, un contenu doit être enrichi avec des éléments tiers. Quand je parle d'éléments tiers, c'est quoi? Images illustratives avec légende. Ça, c'est basique, comme dans le journal. Ensuite, vous avez les vidéos. Vous pouvez très bien reprendre des vidéos de YouTube. Prenez de YouTube, au moins c'est reconnu par Google. Même si elle n'est pas de vous, c'est pas grave, ça pourra toujours alimenter le truc. Des liens externes. N'ayez pas peur d'aller citer des sources externes. Putain, je vois trop souvent des sites web où les gens mais refusent d'aller citer d'autres sites qui parlent exactement du même sujet en disant mais pourquoi je veux pas que la personne sorte de mon site? Mais c'est une aberration, bordel! Internet, c'est censé être là pour naviguer. Vous êtes censé satisfaire les besoins, la curiosité, les envies de vos internautes. Donc si vous n'offrez pas, on va dire, une vision à 360 large de votre expertise, ben, ne faites pas de web. Mettez des liens externes. Je ne sais pas, moi, j'ai aucun souci à aller citer mes pairs dans mes réseaux et même dans ces vidéos. Je veux dire, voilà, je cite mes sources. Moi, je suis pas né SEO, je l'ai appris. Ben voilà, quand vous faites une dissertation de philosophie, vous allez citer aussi les philosophes qui ont parlé de ces sujets-là avant vous. Donc là, n'ayez pas peur ben voilà, de faire preuve d'un peu enfin, je sais pas moi, d'humanité aussi. Hein. N'ayez pas peur de faire des liens externes vers des sources qui ne vous concernent pas. Ça, il n'y a pas de souci. Alors n'en faites pas trop, hein, je veux dire, faut être pondéré dans tout ça. Soyez malgré tout raisonnable. Je veux dire, hein, c'est un peu comme un sapin de Noël, hein. Mettez pas trop de trucs dessus, sinon on voit plus le sapin. Bah là, c'est pareil.
mettez-en deux, trois, je sais pas, deux, trois références de personnes qui ont parlé d'un sujet avant vous, et puis vous ne serez que mieux reconnu. Voilà. Donc des images, des vidéos, des liens externes, c'est déjà pas mal. Enrichir son contenu, je vais mettre le maillage interne, parce que ça, pour moi, c'est incontournable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez produire du contenu, du contenu, du contenu, il faut réfléchir aussi à la manière dont vous allez structurer ce contenu d'une page à l'autre. C'est-à-dire si vous avez un sujet connexe, dont vous avez déjà parlé auparavant, eh ben, faites un lien dessus. Je veux dire, ça mange pas de pain. La personne, elle a envie peut-être d'en savoir plus et d'aller voir plus loin. Petite astuce, vous pouvez insérer des podcasts, donc des fichiers audio. Ça marche plutôt pas mal. Très peu de gens le font. Je ne sais pas pourquoi, alors que c'est top. Podcast, franchement, c'est sous-coté et pourtant, ça permet. Faites un podcast, bordel. Si vous en faites Pardon, si vous en faites pas, allez citer le podcast de d'autres personnes, je veux dire, ils sont référencés les podcasts et ça vous permettra d'être bien vu et de dire: «Ah tiens, le gars, il écoute aussi des podcasts». Donc allez-y, et cetera. Je veux dire, tout est bon à prendre. C'est un peu comme je dis encore une fois, je fais toujours ma référence à l'école, mais rappelez-vous, à l'école, quand vous faisiez des sorties de classe pour aller visiter telle ou telle ville, on vous demandait de faire, je sais plus quel était le nom, un petit rapport de rapport de visite, hein. Vous allez mettre tout ce que vous avez appris dedans. Et qui c'est ceux qui avaient les meilleures notes? C'était pas ceux qui mettaient le plus de savoir à l'intérieur, c'est ceux qui mettaient le plus d'images, le plus de machins, le plus de trucs, le plus de visuels, avec des cordes, avec des machins qui se déplient, des cartes, des flèches, des trucs qui montraient que vous étiez intéressé, que vous étiez devenu quelque part une autorité dans le domaine. Voilà, en gros, si je dis n'importe quoi, moi je me rappelle, j'avais fait une sortie à Verdun à l'époque, quand j'étais au, c'était quand? C'était au lycée. Fallait faire pareil, son petit rapport sur Verdun. Ah bah, il y en a des copains, ils avaient fait 5 pages, d'autres qui avaient fait 50 pages, 100 pages. Et c'était quoi la différence? C'était pas le texte qu'ils avaient foutu dedans. Peut-être qu'en quantité, c'était la même chose. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait mis des images. On était allé. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, donc on était allé voir. Oui, j'ai vécu quand il n'y avait pas Internet, c'est merveilleux. On était allé voir dans des bouquins, on avait fait des photocopies, des machins, des images chocs, des batailles dans les airs, les premiers avions, les trucs. Enfin, ça faisait un effet waouh. Et ben là, je dirais aussi, votre contenu doit avoir un effet waouh. Quand on arrive dessus, il faut qu'on se dise, ah ouais, le mec, il a bossé le sujet, il sait de quoi il parle. Ah là, c'est exactement la même chose. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Je reprends mes notes. Bon, il y a plein de choses. Après, je vais trop dans le détail, mais moi, je vais dire, comme on est dans une formation SEO débutant, n'allez pas trop loin. Appliquez déjà ça. Après, il y aura toujours moyen d'étayer le truc euh, et d'aller chercher plus. Mais voilà, si vous faites déjà ça, franchement, c'est déjà une base qui est plutôt pas mal, pas mal, pas mal du tout. Hein. Vous faites ça, vous avez votre texte, et puis basta, et l'affaire est réglée. Et franchement, regardez, moi, ma recommandation, si j'enlève le titre, elle tient en même pas 25 lignes. Hein, 15 lignes, 20 lignes. Allez, vous allez me dire, vous allez y arriver. Je vous invite à recopier ça à la main. Vous allez prendre une feuille, un carnet, vous allez recopier ça à la main. Et pour le premier site, la première page que vous allez écrire, ah bah, vous allez suivre chacune de ces recommandations. Et votre texte, à la fin, bah, c'est une checklist. Vous allez dire, OK, ma requête visée, c'est ça. Est-ce que je l'ai bien mise dans le titre? Oui. Est-ce que je l'ai bien mis dans le titre H1? Oui. Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? S'il y a un truc que vous avez zappé, ben, corrigez-le et faites que ça matche avec tous ces points-là. Et après, bah, franchement, il n'y a pas de raison pour que ça rentre pas. Bon, allez, c'était une longue vidéo que j'ai faite là. On-site, structure d'une page web, voilà comment il faut faire. Allez-y les gars, au boulot.